Au IXe siècle, il y a 3 frangins qui vont tellement se mettre sur la tête que ça va accélérer le processus de création des langues, et c'est d'ailleurs aussi encore une fois pour ça que l'on parle français à l'heure actuelle en France, allemand en Allemagne, et que se sont développées d'autres langues. Linguistique de tes morts, c'est parti. Alors, si vous me découvrez avec cette vidéo, sachez que cette vidéo est le 2e volet d'une série de vidéos sur la vulgarisation de l'histoire linguistique des langues de France. C'est pour ça que je vous invite malgré tout à aller d'abord voir la vidéo que j'ai faite sur le latin parlé ici en suivant le lien, ce qui vous permettra de ne pas perdre le fil et donc de pouvoir ensuite vous mettre à celle-ci. Les mêmes recommandations, un pouce en l'air, un petit like, un petit commentaire de référencement fait toujours plaisir, et on va attaquer un petit peu maintenant sur ce qu'on appelle l'ancien français précoce. Pourquoi précoce ? Parce qu'il existe 2 variétés d'ancien français, 2 phases différentes. La première qui est encore très liée au latin parlé, que l'on va quand même tenter de retranscrire dans un nouveau système graphique. Et la deuxième, qui est entre guillemets plus moderne, même si bon, moderne, faut quand même pas abuser, on est quand même encore sur quelque chose d'assez archaïque. On va rappeler 2-3 petites choses. Du latin classique à 6-4 déclinaisons, on est passé à 2 en latin parlé, et ça sera la même chose pour l'ancien français, que ce soit l'ancien français précoce ou l'ancien français postérieur. Et donc il faut parler un peu du contexte sociolinguistique dans lequel on se trouve au 7e, 8e, 9e siècle. Alors en gros, on est passé à la dynastie des Carolingiens autour de l'année 750, et en extrême majorité, les Carolingiens ne connaissent pas la langue romane. Ah bah non, ils n'en veulent pas, voilà, tout simplement parce que c'est pas leur langue maternelle. Voilà, leur langue natale, c'est le francique. Et alors moi, ça me fait toujours un peu rire quand j'entends des nationaux-chauvinards dire « Oh bah Charlemagne, c'est un français », alors que très vraisemblablement, on estime, avec les connaissances historiques actuelles, qu'il parlait peu, voire pas du tout la langue romane, et que même à l'écrit, il était pas très chaud avec ça. Ensuite, Charlemagne, toujours, va promouvoir 2 choses. Une alphabétisation généralisée, mais qui touchera quand même malgré tout seulement les classes supérieures, donc on est quand même à plus de 90% de la population qui ne sait ni lire ni écrire, et une christianisation de force, voilà, avec ce qu'on appelle les missi dominici, certains certainement connaissent le terme déjà, qui ne s'exprimeront principalement qu'en latin ou en francique. Et quand je dis latin, je parle de cette renaissance carolingienne où on essaie de promouvoir de nouveau le latin classique de Cicéron, mais comme plus personne ne le comprend, ça sera voué à l'échec, et globalement les gens vont se maintenir dans un développement de leur langue natale, c'est-à-dire le gallo-roman en l'occurrence. Et la langue romane, comme je le dis, continue donc de se propager. Il faut quand même comprendre que même si les émissaires de Charlemagne essaient d'écumer dans tout l'empire carolingien, il faut comprendre qu'on n'a pas le même niveau de contrôle ou le même niveau de, entre guillemets, flicage qu'à l'heure actuelle. C'est-à-dire que même si vous arrivez et que vous êtes très coercitif en disant que non, maintenant il faut arrêter d'utiliser la langue romane parce qu'elle est considérée comme impure, qu'elle n'est pas très vectrice culturellement, les gens, ils ont autre chose à faire, et donc quand même ils continuent d'utiliser la langue. Et ça, dès l'an 800, c'est-à-dire dès son couronnement, il envoie les émissaires, et évidemment ça crée une très bonne ambiance au sein de la population. Maintenant vous allez arrêter de parler vos langues de pécore et vous allez vous remettre au latin. Allez, au trot, on se dépêche. Mais l'empire carolingien, il est en crise parce qu'il est attaqué de toutes parts, et notamment quand on arrive dans les années 810-820, c'est son successeur Louis le Pieux, donc le petit-fils, qui va prendre le relais, mais l'empire va de plus en plus mal, et notamment au sud, les incursions musulmanes se perpétuent. Au nord, c'est plutôt les Saxons qui continuent, et on cherche à renforcer la position de l'empereur. Donc, il va falloir nommer un empereur. Problème, dans la fratrie, ils sont 3. Or, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on désigne un empereur, il va y avoir un frère au-dessus des autres. Ça va pas bien se passer du tout. Lothaire, le plus âgé, est désigné comme le successeur, et les 2 demi-frères, que sont Charles le Chauve et Louis le Germanique, vont s'allier contre lui. Or, et ça c'est hallucinant, les 2 demi-frères ne parlent pas la même langue.
ils n'ont pas la même langue natale, puisqu'en gros, ils se sont quasiment jamais vus, et ils exercent leur pouvoir chacun dans une ère linguistique différente, plutôt germanique, entre guillemets, vraiment germano-germanique du côté est, et gallo-romane du côté ouest. Ce qui fait qu'ils baignent pas dans la même langue et ils sont incapables de se comprendre. Or, il y a une contrainte de communication qui est en train d'émerger du fait de la menace de Lothaire qui, lui, veut commencer à bien soumettre ses frères comme il faut et à leur faire comprendre, bah non les gars, maintenant c'est moi le patron. Et vous imaginez bien que les deux frangins sont pas franchement raccords à se laisser faire. Donc, on va avoir pour la première fois de l'histoire de l'Europe occidentale un usage des langues vernaculaires pour pouvoir se faire comprendre. Et va se créer à partir de là un document essentiel pour les linguistes qui étudient l'évolution des langues romanes que l'on appelle les serments de Strasbourg. Les serments de Strasbourg, pour ceux qui connaissent, qui ont été composés en 842, représentent le premier témoignage d'un document rédigé dans une autre langue que le latin. Petite incise de ma part, car je me rends compte en post-production que je n'ai pas mentionné ce que sont historiquement les serments de Strasbourg. Les serments de Strasbourg sont un acte écrit faisant foi d'une alliance entre les deux demi-frères Louis le Germanique et Charles le Chauve, en vue de pouvoir contrer le grand frère, le frère aîné Lothaire, dans le cas où ce dernier montrerait trop de velléité belligérante contre les deux cadets. Sur ces bonnes paroles, retour à la linguistique. Et il faut s'imaginer 2-3 choses. Alors là, je vais vous les afficher. Voilà, ça c'est l'ancêtre de notre langue, on pourrait dire en quelque sorte. Alors, certains vont se dire « Ah, c'est pas possible, on comprend rien, l'ancien français précoce est extrêmement proche d'autres langues qui existent à l'heure actuelle comme l'espagnol ou l'italien. » Certains auront reconnu certaines expressions, notamment la première phrase « Pro Deo amor et pro Christian pobla et nostre comen salvament ». Donc là, on arrive quand même à identifier pour l'amour de Dieu et pour le peuple chrétien et notre salut commun. On arrive quand même à identifier les choses. On arrive quand même à noter que les mots globalement sont ce qu'on pourrait appeler sexués, c'est-à-dire que comme en italien et en espagnol, on va voir la terminaison encore en A pour les mots féminins. On voit par exemple ayuda qui veut dire l'aide et le groupe casuna cosa qui veut dire chaque chose, c'est-à-dire toutes les choses, qui va disparaître en ancien français postérieur, c'est-à-dire en gros l'ancien français à partir du Xe siècle environ. Et là, on est dans une phase linguistique qui représente vraiment la transition du gallo-roman, lui-même dérivé du latin parlé, et de ce qui donnera l'ancien français des chansons de jazz. Vous connaissez la chanson de Roland, elle n'est pas écrite tout à fait dans cette langue, elle est déjà écrite dans un état de langue qui est postérieur au texte que vous voyez à l'heure actuelle. On voit encore beaucoup de latinisme dans le texte, par exemple, à partir de in oquid mi altresi facet et abluder nun play nunquam prindrai. Donc là, on est vraiment sur des latinismes. On a nunquam, on a quid, qui sont repris tels quels du latin, et on a le groupe qui est assez remarquable, Sist meon fradre Carlo, en gros ça veut dire et mon frère si présent Charles, donc là il parle de Charles le Chauve. On observe vraiment un très fort lien avec la latinité, lien qui va être perdu petit à petit entre le passage de cet état de langue à celui de l'ancien français postérieur, c'est-à-dire en gros l'ancien français que l'on situe entre le 11e et le 13e, fin 13e, début 14e siècle à peu près. Il faut comprendre une chose sur cette langue. Elle est bicasuelle. Bicasuelle, ça veut dire qu'il y a 2 cas. Vous voyez, j'avais déjà dit qu'il y avait 2 cas pour le latin parlé, bah là on n'a que 2 cas également pour l'ancien français. Comme quoi ça devrait plaire même aux plus flemmards d'entre vous. On a en gros ce qu'on appelle le cas sujet et le cas oblique, c'est-à-dire qui sert à tout le reste. C'est pas dur. Sujet, tout le reste. Voilà, même un gars qui aime pas trop les langues à déclinaison, normalement il s'en sort. On n'a aucune norme orthographique. N'oubliez pas qu'on a un taux d'alphabétisation extrêmement faible et réservé à l'élite religieuse, l'élite politique, etc. Et donc qu'il est assez difficile d'opérer un standard de langue.
Ceci dit, on a quand même l'idée de faire ce qu'on appelle une moyenne linguistique grâce à ce texte-là, qui permet que l'on va se faire comprendre, même par exemple dans des zones où on parle plutôt, où on va parler occitan, par exemple le sud, jusqu'à la marge de l'Espagne, c'est-à-dire que ce texte a été globalement bien compris. Ensuite, il faut comprendre également qu'il y a encore un peu de changement de consonnes, les sons consonnes par rapport au latin parlé. Par exemple, je vais vous donner cette petite illustration, le son que, le son K, n'est pas encore devenu le son tch que ça va devenir en ancien français. Je vais vous donner un exemple. Chien, pour dire le chien, on disait encore le kien. On ne disait pas encore le chien, comme ça sera le cas en ancien français, qui vient de kame. Par exemple, pour dire la tête, alors on avait le mot tête qui existait, mais on avait encore un dérivé du latin plus classique de caput, qui donnera en ancien français chief, mais qui se prononce encore en ancien français précoce, c'est-à-dire la langue dont je parle, l'état de langue dont je parle à l'heure actuelle, qui se prononce encore kef. Et on n'a pas de nasalisation des voyelles. Et ça, c'est quand même assez remarquable. Donc il faut partir du principe que quand vous voyez un texte en ancien français précoce, je dis bien ancien français précoce, vous n'avez pas besoin de nasaliser les voyelles, ça n'arrivera que plus tard. Donc on peut considérer que les sermons de Strasbourg sont un peu le pied dans la porte pour la légitimation politique de la langue romane dans le domaine public, dans le domaine politique, de l'administration. Et 40 ans plus tard, va apparaître un autre texte qui est un des... Il y a très peu de textes connus en ancien français précoce, il y en a beaucoup plus en ancien français tardif, qui est la vie de Saint-Léger. Saint-Léger, en réalité, c'est un nom germanique qui a été un peu romanisé pour que ça puisse correspondre au style dans lequel ça a été écrit. Et en fait, ça se dit Léodagar. Léodagar. Oui, je sais, vous aussi vous y avez pensé. Tout cramer pour repartir sur des basses scènes. Lui, par contre, n'aura pas la chance de cramer grand-chose, puisqu'en réalité, c'est un martyr chrétien qui finira torturé et mis à mort par Hébrouin, donc un comte certainement de Wallonie. On va prendre les deux premiers laits, et ben on va attaquer dans le vif. Domine Deu devems lauder. Alors, devems, ça c'est quoi ça ? Eh ben, vous avez la traduction, donc c'est pas difficile, c'est nous devons. Et alors, comment ça se passe ? Comment on arrive à devems ? Bah, c'est extrêmement simple, c'est le processus dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo. Il se trouve qu'on a pour dire nous devons en latin classique debimus, ou debemus, je sais plus, je revérifierai, qui devient en latin populaire devemos. Alors il faut savoir que le B et le V sont des consonnes voisines. D'ailleurs, ceux qui font espagnol le savent, quand vous dites biber pour dire vivre, en fait vous dites biber, mais ça s'écrit avec des V. Et en fait, va se produire en latin populaire le changement du B en V, notamment avec les verbes qui finissent en bere. Et donc debere devient devere et debemus devient devemos. Sauf que le O va raccourcir et ça donne donc en proto-français, en ancien français précoce, devems. Donc c'est comme ça qu'ensuite on va avoir la forme devons. Et ça, c'est une forme justement assez archaïque qui va devenir devums en ancien français tardif et qui deviendra devons en moyen français, en français moderne. Et on va tout de suite aller à la troisième ligne, on voit in su amor. Et là c'est intéressant, pourquoi ? Parce que je suis pas hispaniste, mais il me semble qu'en espagnol, ça se dit quasiment de la même façon. Apparemment, j'ai l'impression que ça a été traduit de manière un peu alambiquée, parce qu'on devrait dire plutôt pour son amour, on va dire en son honneur, dans le sens avec les sentiments positifs qu'on peut éprouver pour lui. On note que, par exemple, chantons, vous l'avez à la dernière ligne, cantums. On n'a pas encore chantums. On aura, pour dire chanter, en ancien français précoce, canter, mais on aura déjà chanter en ancien français postérieur, en ancien français tardif, qui commence, comme je vous l'ai dit, déjà au début du XIe siècle environ. Et ça, on va dire, c'est un phénomène vocal, un phénomène consonne majeur, qui fait qu'on est encore proche du latin populaire dans le sens où le son que est maintenu. Voilà. Et on a la même chose, voilà, on avait cantamus en latin classique, ça nous donne cantomos en latin populaire et ça nous donne donc cantums en ancien français précoce. Et ça nous donnera chantums en ancien français tardif et on aura ensuite chantons en moyen français et chantons en français moderne. Et en dessous, je voudrais qu'on voit un petit peu ce qui se passe parce que je vous ai expliqué qu'effectivement, il n'y a pas de norme orthographique précise et pour cause, on voit que on a le même verbe
conjugué au futur de deux manières différentes. On a didrei et on a ditrei. Et de quoi ça vient ça? Eh bien ça vient tout simplement du fait que, comme je l'expliquais au tout début, la langue elle est avant tout parlée, elle est phonétique. Il n'y a pas une nécessité d'avoir une graphie précise et répétitive des termes. À partir du moment où quand on le prononce les gens comprennent, ça suffit. Je sais que ça peut choquer pour un public moderne qui est relativement à cheval sur l'orthographe et c'est tout à votre honneur si c'est votre cas, moi-même je le suis, mais il faut comprendre qu'à cette époque on n'a pas les mêmes besoins linguistiques, voilà. C'est pour ça que vous allez avoir deux formes, donc il se trouve que le D et le T vocalement sont assez proches, donc parfois on pouvait trouver 2, 3, voire même 4 formes pour la même conjugaison. Ça peut paraître étrange, mais c'est pourtant ainsi. Et on va parler un peu de ce qu'on appelle la déclinaison. Alors là, on en a un bel exemple à la 4e ligne du dernier lait. Que il suo cor sustain si grans, li suos cors. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ce pronom li suos cors, ça veut dire son corps. Et c'est intéressant de voir qu'on met un déterminant avant le possessif. Ça, c'est perdu en français, ça existe toujours en espagnol, en italien. En occitan, je ne suis plus sûr, les occitanophones doivent confirmer. Mais en français, ça a disparu. Et li, c'était le déterminant masculin pour le cas sujet. C'est-à-dire, en gros, pour le sujet d'une phrase. Le pronom le existait, mais uniquement dans le cas des compléments. On pourra le voir notamment dans d'autres textes qu'on verra peut-être dans d'autres capsules. Et très important également, je voudrais parler de la consonne D. La consonne D, elle est particulière en ancien français précoce. En ancien français tardif, c'est différent, mais en ancien français précoce, vous savez le son the, en anglais le the, le th. On estime que le D se prononce presque de la même manière. C'est un D extrêmement doux. Par exemple, si on reprend le tout premier vers, Domine Dio devens lauder, et ben en fait, il faut pas dire lauder, il faut vraiment dire lauder, parce qu'en gros, le D va disparaître, parce qu'il était prononcé de manière trop douce. Et quand une consonne était prononcée de manière trop douce, elle disparaissait. Et donc le lauder donnera un peu plus tard lauer, qui va donner louer en français moderne. De nouveau la post-production à la rescousse, car une erreur a fait secousse. Il a été dit que le D a été prononcé systématiquement de manière douce. Il a été prononcé de manière douce et a été éludé seulement dans certains cas, et dans 2 cas en particulier, quand il se trouvait au milieu d'un mot, à la fin d'un mot, et quand il succédait à une diphtongue, comme c'est le cas de aou. Dans les autres cas, d'une manière générale, et surtout lorsque le D était à l'initiale, c'est-à-dire au début d'un mot, il était prononcé comme le D du français actuel, c'est-à-dire de manière dentale et dure. Fin de la correction. Donc là, c'était un peu facile. Je vous ai mis la translittération en français moderne. Maintenant, je vais vous en parler d'un, je vais vous en montrer un, et vous allez un peu faire appel à votre bon sens, n'est-ce pas, pour essayer un peu de deviner ce que ça peut vouloir dire. Je pense que vous allez deviner le sens de certains mots, d'autres sont un peu plus complexes. Même moi, là, si j'y vais sans translittération, ça peut être assez épineux. Alors, je vous montre, là, ça parlait dans le titre Dieu crevé. J'espère que ma vidéo va pas se faire déréférencer à cause de ça, mais on va un peu parler de ça, voilà. Uranaures las puenas grans. Alors là, las puenas, il faut savoir qu'en ancien français précoce, on a un article féminin pluriel las, comme vous avez en espagnol, qui se maintiendra assez mal, concrètement qui va disparaître assez vite. Donc là il explique en gros qu'il aura de très grandes douleurs. Las puenas, c'est un mot, las puenas ça veut dire les douleurs. Qu'il en fidra litirans. Alors litirans, ça c'est au cas du sujet, ça c'est le sujet. Litirans, c'est le sujet, c'est-à-dire le tyran. Il en aura de grandes douleurs que lui fera le tyran. Et là en dessous on arrive à li perfiles tam fu cruels. Et là intéressant. Comme je le disais plus haut, li c'est l'article du sujet. Donc là on reste vraiment thématique, l'hyperfides. Le S est normal parce qu'en gros le S vocal est maintenu du latin. Vous avez en ancien français, et là c'est l'ancien français à la fois précoce et tardif, li plus le nom masculin plus un S. Et c'est un singulier, mais c'est un sujet. Et ça sera relativement vite perçu comme contre-intuitif et ça disparaîtra en moyen français, mais ça s'est maintenu quand même quasiment entre 4 et 5 siècles. C'est quand même que le système avait une certaine cohérence. Tam fu cruels, alors a été si cruel. Là on va rentrer dans les travaux pratiques. Lios del cap li fait crever. C'est littéralement écrit, lui fait crever les yeux de la tête.
C'est assez marrant. Enfin, non, c'est pas drôle. Enfin, non, je suis désolé. Bon, bref, j'essaye de détendre l'atmosphère comme on peut, quoi. En gros, l'idée, c'est qu'il y avait beaucoup de redondance dans le style un peu plus ancien. Et c'est très germanique, ça, d'ailleurs. C'est typiquement, même en allemand, on va parfois faire des choses comme ça, voilà, de dire ah, il lui a donné de la main. Bah oui, il va pas lui donner du pied. C'est un peu, voilà. Comme s'il l'eût fait, mis en reclus. Dès qu'il l'eut fait, il l'a incarcéré, en fait, mis au cachot, quoi. Et là, c'est très étrange la suite. Nessus nul on qu'est devenus. En gros, nul ne sait ce qu'il est advenu de lui. Voilà. Ça finit, alors c'est pas les derniers laits, hein. Je vous le mettrai encore une fois en post-production dans la description pour que vous jetiez un œil, mais c'était pour vous donner une petite indication de à quoi ressemblait la langue à un état extrêmement primitif. Alors attention, quand je dis primitif, c'est pas dans le sens péjoratif, hein, pas du tout, c'est vraiment dans le sens littéral, c'est-à-dire dans l'état premier, dans l'état où on peut se permettre déjà de parler d'ancien français précoce. Et ben voilà, j'espère que les petits textes vous ont plu, les petits extraits vous ont plu. Alors je rappelle juste quelques dates. On parle d'ancien français précoce du 9e au 10e siècle à peu près, jusqu'à la fin du 10e siècle, et d'ancien français postérieur au tardif, entre le 11e jusqu'au 13e, début du 14e, donc c'est-à-dire le début de la pré-Renaissance, on pourrait dire ça, historiquement. Mais ça, on verra évidemment pour une prochaine linguistique de tes morts. Un petit like, un petit commentaire, un partage, et à la prochaine.